Je vous propose de commencer. Je vais commencer donc par me présenter, moi de mon côté. Je suis Mathieu Tory, donc je suis le directeur du centre de formation juridique et c'est moi qui m'occupe, directement de la préparation mission avocat. Donc à savoir que, le centre de formation juridique, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui a, un peu plus de 20 ans désormais d'existence. On vient de fêter nos 20 ans. Et donc nous sommes l'une des plus anciennes, préparations, à l'examen du CRFPA qui existe. Donc on a une expérience assez riche et on a fait le choix, depuis, 3 ans maintenant de, se recentrer pour devenir la prépa digitale, de référence. L'idée étant qu'on permette à nos étudiants, de travailler, heu, sur un outil digital, sur une plateforme digitale, avec un suivi individualisé par un enseignant référent. Et donc, aujourd'hui, le Mission Avocat, qui est la marque du centre de formation juridique, heu, qui représente donc la préparation à l'examen du CRFPA, eh bien, est en train petit à petit de s'imposer comme étant la préparation digitale de référence. Voilà, ça c'est pour la bonne compréhension de tous. Et moi simplement pour, sans m'épancher trop, pour que vous le sachiez, je suis, enseignant de formation. Enseignant, et notamment dans le cadre des préparations CRFPA. J'ai longtemps enseigné la note de synthèse, qui est une épreuve, que vous connaissez ou que vous allez apprendre à connaître. J'ai enseigné, également longtemps les droits et libertés fondamentaux et notamment dans le cadre de la préparation au grand oral. L'objectif, aujourd'hui, hein, le titre de la conférence, c'est un titre un peu ambitieux, «Un été pour réussir». Alors, je vous explique quand même le thème de la conférence. Ce qu'on constate, c'est que, on a 2 catégories d'étudiants, pour schématiser. Pour schématiser, on aime bien faire des découpages binaires en droit, donc on va rester dans cette logique. On a des étudiants qui, ont tendance à opter pour une préparation sur un temps long, soit une préparation annuelle, soit une préparation semestrielle. Donc là, il s'agit d'étudiants qui vont commencer avant le mois de juin, pour se donner du temps, pour assimiler les connaissances et ça peut correspondre à, des stratégies, différentes. Ça peut être des personnes, par exemple, qui, se remettent au droit après avoir eu une expérience professionnelle qu'elles n'ont pas fait depuis un certain temps, des personnes simplement qui aiment bien travailler sur un temps long, qui ne veulent pas être, dans une préparation, purement intensive. Et donc, nous, ce qu'on propose dans le cadre d'une préparation annuelle ou semestrielle, c'est un accès immédiat, aux manuels, un accès, immédiat également aux entraînements et donc une préparation qui commence dès l'inscription et qui se poursuit ensuite pendant l'été en s'intensifiant. Et puis nous avons une deuxième catégorie, à peu près comparable en termes de volume, qui est la catégorie des étudiants qui choisissent une prépa dite estivale. Donc, ce sont souvent, mais ça n'est pas systématique, des étudiants qui, sortent de master 1 ou de master 2 ou qui ont eu des obligations, en tout cas, universitaires ou professionnelles pendant l'année et qui donc font le pari de préparer leur CRFPA sur 3 mois ou 2 mois et demi. Donc en gros sur juin, juillet, août. Et donc, c'est à ces étudiants principalement que je veux m'adresser, même si ce que je vais évoquer peut tout à fait parler, hein, à des étudiants qui ont opté pour une stratégie annuelle ou semestrielle. Moi, ce que je veux, c'est vous faire un retour d'expérience, heu, pour vous donner des conseils et vous permettre d'avoir les meilleures chances de réussir votre examen du CRFPA, même si vous travaillez sur un temps relativement court, parce que lorsqu'on regarde, le niveau d'exigence du CRFPA, lorsqu'on regarde l'ampleur du programme, se dire qu'on va préparer ses écrits sur 3 mois, ça ressemble un peu à une mission, pour rester sur le terme des missions, impossible. Bon, mais je vous rassure tout de suite, ça ne l'est pas et d'ailleurs, statistiquement, il faut que vous sachiez que, il n'y a pas, un taux de réussite inférieur pour les étudiants qui font une prépa estivale par rapport à ceux qui font une prépa annuelle ou semestrielle. Tout simplement, je pense, parce que chacun choisit la préparation, qui est adaptée à sa situation. Donc rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous optez pour une stratégie estivale que vous allez être, moins efficace et que ça va moins bien se passer. Par contre, ça demande une organisation adaptée et je dirais qu'il y a moins de marge d'erreur. C'est-à-dire que moins on a de temps, plus il faut être efficace. Un étudiant
qui fait des erreurs stratégiques dans sa préparation et on s'en rend compte au mois de janvier ou février, on a encore largement le temps de corriger. Un étudiant qui part dans les mauvaises directions au mois de juin et on s'en rend compte en juillet, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Voilà dans les grandes lignes pour bien cadrer le thème de nos échanges, le cadre de nos échanges. Alors, j'essaie de reprendre la main sur l'ordinateur. On va donc commencer par une première série de conseils. Donc, j'ai annoncé 5 choses à savoir pour bien préparer son examen dans le cadre de la préparation estivale. Et donc, le premier point que je voulais mentionner, c'est le fait d'avoir un plan de bataille. Alors, moi, je suis toujours assez surpris, parce que j'ai suivi quand même pas mal d'étudiants à une époque, en individuel, assez surpris de ce que de nombreux étudiants, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais foncent tête baissée dans la préparation de l'examen, sans se poser des questions, un peu quand même en profondeur, sur l'examen en tant que tel, ce qui est attendu, ce qui est tombé les années d'avant, le programme des épreuves, et sans même réfléchir à une stratégie quelconque pour se préparer. Et donc ça, évidemment, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais je pense qu'il faut le dire, il faut le rappeler. Il y a un temps, avant de commencer sa préparation, qui consiste à avoir un plan de bataille, qu'on ajustera ensuite, mais en tout cas, il faut préparer sa préparation, si j'ose dire. La première des choses, c'est évidemment de bien se mettre en place sur ce qui est le programme des épreuves et les annales. Moi, je crois qu'il faut être curieux, donc il ne faut pas hésiter à retourner regarder le programme officiel de l'examen et aller consulter les annales. Quels sont les sujets qui sont tombés dans vos matières, dans les matières que vous avez choisies les années précédentes? Et si vous allez sur notre site internet, sur le site missionavocat.fr, mission-avocat.fr, vous trouverez facilement toutes ces informations. Vous trouverez les annales, vous trouverez le programme officiel de l'examen, et je vous invite vivement à les consulter, à prendre ce temps. C'est vraiment indispensable. Ensuite, le deuxième point qui est tout aussi important, c'est de faire ce que j'appelle, alors on utilise beaucoup cette expression, elle est un peu galvaudée, mais c'est une image, c'est de faire une sorte de bilan de compétences. Je m'explique. Lorsque on commence une préparation CRFPA, on a un niveau au moins Master 1 et très souvent Master 2, et parfois on a 2 Master 2, et parfois on a une expérience professionnelle. Bref, on ne vient pas de nulle part. Donc là encore, une erreur que je vois souvent, ce sont des étudiants qui prennent toutes les matières, qui prennent le nombre de fiches à réviser, qui saucissonnent ça et qui font un planning comme si tout allait être au même niveau de difficulté pour eux et comme s'ils partaient de zéro dans toutes les matières. Et ça, c'est une erreur importante. Je vais donner un exemple. Vous avez choisi une matière de spécialité. On peut imaginer que vous ne l'avez pas choisie par hasard, cette matière. C'est vraisemblablement parce que c'est une matière avec laquelle vous êtes à l'aise, ou que vous avez étudié dans le cadre de votre Master 2, ou vous avez fait un mémoire, bon, peu importe. Donc, si vous avez choisi la spécialité droit pénal, vous êtes pénaliste, et vous avez fait de la procédure pénale, pardon, mais ça n'a aucun sens de consacrer un quart de votre temps à réviser le droit pénal et un quart de votre temps à réviser la procédure pénale. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas du tout les réviser, mais simplement, moi j'identifierais, si j'étais pénaliste, euh, peut-être quand même deux faiblesses. Une première en droit des obligations, en me disant ça fait quand même quelques temps que je n'en ai pas fait, et ce n'est pas mon domaine de spécialité, donc il faut peut-être que je refasse un tour du programme et des annales pour mesurer le niveau de difficulté de cette épreuve. Et puis la note de synthèse. Est-ce que j'en ai déjà fait ou pas? Il y a certains étudiants qui ont déjà fait, c'est assez rare, mais qui ont déjà fait des notes de synthèse à l'université, qui sont à l'aise avec l'exercice. C'est plutôt une force. Pour beaucoup d'étudiants, on ne va pas se mentir, c'est plutôt une faiblesse parce que c'est un exercice nouveau et qui ne repose que sur des mises en situation. Voilà, il n'y a pas d'autre manière d'apprendre la note de synthèse que d'en faire et au fur et à mesure de progresser. Euh, voilà, vous pouvez avoir des cas un peu hybrides. On peut avoir le cas, par exemple, de l'étudiant qui fait du droit du
travail, par exemple, le droit social. Donc, c'est plutôt sa matière de spé, il est plutôt à l'aise dans cette matière. Par contre, il n'a jamais fait de procédure civile de manière approfondie. Il n'en a jamais fait une matière fondamentale. Donc, il est fragile en procédure civile et il l'est encore plus en voie d'exécution, par exemple. Voilà. Donc là encore, c'est vraiment un questionnement qu'on doit avoir sur les points sur lesquels on se sent relativement en place, tout est toujours relatif, les points sur lesquels on est plus faible et les points sur lesquels on n'a tout simplement pas de repère. Et ça, ce sera déterminant. Moi, je dis souvent à mes étudiants, très tôt dans la préparation, faites une première note de synthèse. Très tôt dans la préparation, pourquoi? Parce que ça permet de savoir très vite si l'exercice vous parle, si vous êtes à l'aise naturellement dans cet exercice, ou au contraire, si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, sur lequel il va falloir travailler. Donc, il nous faut aussi des éléments concrets de compréhension. Voilà, mais essayez d'avoir cette logique du bilan de compétences, mes points forts, mes faiblesses, mes priorités. Je ne vais pas prendre 4 matières et diviser par 4 le temps que je vais y passer. Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord se poser la question de là où j'en suis au moment où je commence ma préparation. Ensuite, il y a une autre chose qu'il va falloir être capable de faire, c'est de construire un planning de révision. Ça fait partie de ce que j'appelle le plan de bataille. Donc là encore, on ne fonce pas tête baissée en se disant je fais 10 fiches par jour. Il faut bien réfléchir. D'abord, construire un planning qui permette de ne pas faire d'impasse, donc de couvrir l'intégralité du programme, mais ensuite de construire un planning qui soit équilibré entre des temps d'apprentissage, des temps de mise en situation et des temps un peu intermédiaires. Le temps d'apprentissage, c'est le moment où je travaille sur mon manuel, où je regarde mes vidéos de cours, et donc j'assimile progressivement les notions, ou je revisite certaines notions que je connais déjà, mais que je n'avais pas vues depuis quelques temps. Le temps de la mise en situation, qui est déterminant, c'est l'entraînement. Il faut rendre régulièrement des copies, c'est indispensable pour pouvoir progresser. Et puis il y a des temps intermédiaires. Les temps intermédiaires, c'est des moments où je réinterroge ma stratégie, je refais un point. J'ai été plus vite que prévu sur tel point, par contre j'ai été plus lentement sur tel point. Ça fait 2 notes de synthèse que je rends, on m'a refait les mêmes critiques sur les 2 notes, qu'est-ce que je fais pour progresser? Peut-être qu'il faut que j'en parle avec mon enseignant référent. Si vous êtes à mission avocat, en tout cas, vous avez un enseignant avec lequel vous pourrez en parler. Donc il y a ces petits temps intermédiaires où on se pose quand même des questions pour ajuster et adapter sa stratégie. Quand vous allez construire votre planning de révision, il faut vous fixer des objectifs pour chaque semaine. Il faut fonctionner par des systèmes de demi-journée de travail et vous affecter des tâches par demi-journée de travail. Et il faut rester réaliste. Autrement dit, ne pas présumer de ses forces. C'est le meilleur moyen de se décourager et finalement, ça va vous desservir. Donc ne pensez pas que vous allez apprendre 10 fiches du manuel de droit des obligations en une journée. Ça n'est pas vrai, vous ne pourrez pas. Pareil, le jour où vous faites une note de synthèse, c'est 5 heures, c'est fatigant physiquement, ça demande beaucoup de concentration. Ne pensez pas que vous allez, dans la foulée de votre note de synthèse, refaire des révisions, par exemple, en procédure civile. Ça n'est pas vrai. Quand vous finissez votre note de synthèse, vous êtes rincé, pardonnez-moi l'expression. Donc, eh bien, l'après-midi, si vous l'avez faite le matin, vous vous détendez, vous vous reposez un peu. À la grande rigueur, vous pouvez faire un petit tour de l'actualité juridique en fin d'après-midi, consulter la revue du Centre de formation juridique Quid Juris, par exemple, qui est une revue d'actualité. Ça ne peut pas vous faire de mal pour booster un peu votre culture générale, voir ce qui se passe, voilà, ce qui se passe dans l'actualité. Mais en toute hypothèse, soyez réaliste, voilà, ne vous donnez pas des objectifs inatteignables. Ne pensez pas non plus qu'en une journée, vous allez faire la consulte d'oblig et la consulte de procédure civile et la consulte de matière de spé. Ça ne marchera pas. Donc soyez réaliste. Moi, je vous recommande une chose. Alors, je ne veux pas faire de publicité pour Google, je ne suis pas sponsorisé par Google, je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Google qui propose ce type d'outils, mais vous avez sur Google un agenda numérique et vous pouvez très bien créer votre propre planning de révision juste à partir
de Google. Alors, je vais sortir d'ici. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Alors, ce n'est pas toujours très, très bien fait sur Zoom. Je vais arrêter le partage et je vais repartager ensuite mon écran pour qu'on puisse aller chercher ce que je vous avais préparé. Si toutefois je le retrouve. Alors, est-ce que je vais le retrouver ici? Peut-être, on va voir. Ici. Désolé, hein, mais ça, c'est l'inconvénient des partages d'écran sur Zoom, qui ne sont pas toujours évidents. Voilà, j'ai retrouvé mon document. Je vais vous partager ça dans 2 minutes. Voilà, j'espère que vous voyez mon partage d'écran. N'hésitez pas à me dire si tel n'est pas le cas. Là, je me suis amusé à faire une semaine type, une semaine de juillet, voilà, pendant laquelle je vais travailler. Et donc, j'ai mis, alors là, j'ai pris évidemment hein, l'exemple d'un étudiant de mission avocat. J'ai mis les différentes tâches dans la semaine pour pouvoir m'organiser. En bleu, j'ai mis les cours. Donc, nous proposons à Mission Avocat des cours en classe virtuelle. On vous envoie un planning à l'avance. Et donc, en bleu, j'ai commencé par positionner les différents cours. Un séminaire de correction de notes de synthèse, un séminaire de correction en obligation, une conférence d'actu en procédure civile, un séminaire de correction en civil, une conférence d'actu en droit civil. Ça, c'est la base de ma préparation, ce sont les cours. Ensuite, j'ai identifié des temps de composition, qui sont les temps en violet. J'ai prévu un examen blanc de procédure civile ici, un examen blanc de droit civil ici, et un examen blanc de note de synthèse ici. Et puis, j'ai prévu des plages de révision ou de préparation. Ici, c'est la révision de la procédure civile, parce que le lendemain, je fais mon examen blanc. Et l'après-midi, c'est la préparation des exercices de droit des obligations, parce que le lendemain, j'ai mon séminaire de correction en droit des obligations. Donc ça va vous permettre de visualiser un petit peu votre organisation. Et il faut rester extrêmement souple. Je vous donne un exemple. Pour une raison X ou Y, vous n'avez pas pu réviser comme vous le souhaitiez votre procédure civile. Voilà. Vous pouvez parfaitement déplacer les choses. Dire, je vais finalement préparer mes exercices de droit des obligations un peu plus tard. Le séminaire, je le revisionnerai ce week-end, donc je le déplace. Mes exercices de droit des obligations, du coup, je les préparerai à un autre moment. Et puis mes révisions de procédure civile. L'examen, je le ferai l'après-midi, et tant pis, je fais mes révisions le matin. Bon, je fais un peu au hasard, vous l'avez compris, mais on peut toujours réajuster. Le gros avantage, c'est que quand vous êtes à Mission Avocat et que vous avez des cours qui sont accessibles en replay pendant toute la durée de la prépa, vous pouvez la regarder quand vous voulez. C'est toujours mieux de les regarder en direct, mais si vous ne pouvez pas, il vaut mieux ne pas y assister plutôt que d'y assister en n'ayant pas préparé le séminaire. Voilà. Donc, vous avez un agenda, c'est toujours indicatif. C'est un peu comme un budget. Il y a toujours une différence entre le budget qu'on fait en début de mois et puis l'exécution des dépenses. Bon. Malheureusement, le décalage n'est pas toujours d'ailleurs en notre faveur. Le planning de révision, c'est un peu la même chose. Parfois, on a des mauvaises surprises. Et ben, on ajuste, on adapte, on joue à Tetris, on trouve des solutions. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser un outil, pas forcément Google, une fois de plus, je le dis, je ne touche pas d'argent de la part de Google, mais Google ou d'autres outils, sur Outlook aussi, vous avez un agenda, et l'utiliser. Et alors en plus, c'est très bien fait parce que quand vous ouvrez, par exemple, je ne sais pas si vous dites, il faut que je prépare mes exercices de droit des obligations, quand vous ouvrez ici le petit onglet, vous avez une description, vous pouvez taper des petites choses, et vous pouvez mettre une pièce jointe. Donc nous, on va vous envoyer des exercices, vous pouvez joindre les exercices ici. Vous voyez? Et donc ça, c'est quand même extrêmement pratique. Vous pouvez également créer des tâches. Moi, je pense que ça vaut la peine de passer du temps à construire son emploi du temps, quitte ensuite régulièrement à le faire évoluer parce qu'il faut qu'il reste réaliste et parce qu'on n'est pas des machines et qu'entre la théorie et la pratique, il peut y avoir des différences. Voilà donc ce que je voulais vous montrer sur la question de l'agenda pour que ça vous, voilà, que ça vous paraisse concret et que vous puissiez l'identifier. Je reviens à mon partage d'écran initial, à mon superbe PowerPoint.
qui est ici. Donc, je parlais du plan de bataille qu'il faut se construire, qu'il faut élaborer. Le quatrième point que vous avez ici, c'est l'idée de se doter des bons outils. Se doter des bons outils, ça veut dire avoir à sa disposition les codes dans les matières concernées, et c'est aussi avoir à disposition des manuels. Je vais revenir un petit peu plus en détail quand même sur cette question des manuels. On va en parler sous un autre angle tout à l'heure. Juste une petite remarque. Euh, vous devez privilégier, euh, lorsque vous travaillez, privilégier les manuels qui sont vraiment faits pour le CRFPE. La difficulté que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de manuels dans le commerce qui ont des parties doctrinales ou des développements ou des digressions qui ont un réel intérêt scientifique, si j'ose dire, mais qui n'ont pas d'intérêt pratique immédiat et qui vont vous faire perdre du temps et vous embrouiller. Donc il faut vraiment essayer, dans toute la mesure du possible, de travailler sur des manuels qui sont synthétiques et qui ont une approche pratique, donc des manuels qui ont été faits pour des étudiants qui préparent l'examen du CRFPA. Et le mieux, c'est évidemment les manuels qui proposent des études sous forme de fiches. Alors, je vais refaire un partage. Cette fois-ci, si j'arrive à le retrouver, je voudrais vous partager une fiche de notre manuel de droit des obligations. Évidemment, je n'arrive pas à mettre la main dessus, bon, c'est pas grave. Je vais vous raconter ça et puis je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, sur les manuels du CFJ, bon, pour ceux qui sont déjà chez nous, vous le connaissez, on a un système de fiches. Donc, chaque notion est traitée sous la forme d'une fiche. Ce qui ne veut pas dire que c'est résumé en 3 pages, hein, parce qu'il y a des notions, on est obligé d'avoir des développements assez substantiels. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter le nombre de subdivisions, c'est d'assortir d'exemples les idées clés, pour que vous ayez une idée de la mise en pratique concrète des règles, c'est-à-dire cette règle, quelle forme ça pourrait prendre dans une consultation et donc comment vous pouvez l'utiliser, la mettre en pratique. Donc il faut vraiment, quand vous choisissez votre manuel, le manuel sur la base duquel vous allez travailler, il faut vraiment que vous ayez systématiquement cela à l'esprit. Ne travaillez pas sur des traités, ne travaillez pas sur des manuels trop épais. Il vous faut des manuels qui présentent le droit positif avec une approche synthétique et concrète. Et ne pas oublier qu'un bon étudiant qui a un socle de connaissances solide, une bonne méthodologie et qui sait utiliser un code, est capable de traiter n'importe quelle consultation. Répétez-vous ça régulièrement pour vous rassurer. Vous avez fait des études quand même à l'université, vous avez tous au moins 4 années et souvent plus à l'université. Donc, vous avez déjà fait des consultations, vous avez déjà fait des cas pratiques, vous savez utiliser un code, vous avez besoin de vous remettre au point sur certaines connaissances, mais vous êtes capable de vous en sortir avec vos connaissances, votre méthodologie, votre code. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine de passer non plus trop de temps à lire des manuels qui font 1500 pages. Voilà. Et même quand vous avez des manuels qu'on essaye de rendre les plus synthétiques possibles, il ne faut pas hésiter à synthétiser encore plus, à faire des fiches de fiches. Voilà. Ce qu'on attend de vous pour réussir l'examen, ce n'est pas d'être capable de faire une thèse en droit des obligations. C'est de nous montrer que vous avez le socle de connaissances et les réflexes méthodologiques suffisants pour réussir une bonne consultation. Voilà, que les choses soient claires de ce point de vue. Voilà donc pour ce qui concerne les outils dont vous pourriez vous doter. Je propose déjà à ce stade de faire un premier check, voir si vous aviez éventuellement des questions. Vous pouvez. Alors attendez, quelqu'un a le lien. Alors, Christelle. Bon, tu n'as pas trop voix. Alors, il y a une lettre d'information, comme vous l'appelez, qui est en fait une revue qui s'appelle Quid Juris, qu'on envoie chaque mois aux étudiants CRFPA pour qu'ils aient vent de l'actualité. Évidemment, comme on l'envoie chaque mois, bah, si vous êtes inscrite le 15 janvier, vous n'aurez pas celle de décembre ou de novembre.
à partir du mois prochain, on va les mettre directement sur vos plateformes, y compris celles qui sont antérieures. Donc, vous aurez tous les Quid Juris depuis le mois de septembre 2023. Voilà. Donc, je vous enverrai un petit mail quand ce sera le cas. Et si toutefois vous n'avez pas, Christelle, le Quid Juris, vous pouvez m'en faire la demande à l'adresse que vous connaissez, je la donne ici, formationcfj@gmail.com. Voilà, vous m'écrivez à cette adresse et puis je vous enverrai bien sûr Quid Juris sans aucun problème. Ensuite, pour ce qui concerne, j'ai une autre question. Pourrons-nous avoir le replay après? Oui, Olivier, hein, il y a un replay de toutes les conférences. Il y aura un replay, il sera disponible sur le site Mission Avocat sans aucun problème. Est-ce que, indépendamment de ça, il y a d'autres questions sur ces premiers points, sur la notion du plan de bataille et de l'organisation de la préparation en tant que telle? N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Je peux prendre le temps d'y répondre. Soit vous tapotez sur le chat, soit vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question en direct. Bon. Je ne vois pas apparaître de questions pour le moment. Je propose de continuer et puis de toute façon, je laisserai un temps à la fin de la conférence pour que vous puissiez intervenir si vous le souhaitez. Alors, je reviens donc à mon PowerPoint et j'attaque le deuxième volet, les pièges à éviter. Alors, moi ici, hein, l'objectif, c'est de vous faire un petit peu un retour d'expérience par rapport à toutes les années où on a vu passer des étudiants voilà, qui ont rencontré toute une série de difficultés. On a pu identifier les pièges dans lesquels les étudiants sont susceptibles de tomber. Et donc, je vais vous faire gagner du temps pour faire en sorte que vous les évitiez. Alors, le premier piège, c'est la dispersion. La dispersion, alors c'est évidemment la dispersion au sens général du terme, c'est à vouloir faire trop de choses en même temps. Il faut être capable de compartimenter, bien évidemment. On l'a vu tout à l'heure avec le planning. Le planning, c'est ce qui va vous protéger. C'est ce qui va vous protéger en disant cet après-midi, j'ai prévu de faire de la procédure civile, donc je ne vais pas faire un peu de procédure civile, puis après aller regarder une autre matière. Attention à la procrastination, attention à se trouver des tâches ou des activités qui font qu'on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire. Donc, le planning, c'est votre meilleure protection contre une dispersion intellectuelle, si j'ose dire. Et après, vous avez tout à fait le droit de vous aménager des temps de pause, des temps de récupération, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire un burn-out au bout d'un mois, ce n'est pas l'objectif. Mais quand on a prévu de faire quelque chose, on le fait et on ne fait que ça. On ne fait pas plein de choses en même temps. Donc, ce point-là, il est assez évident. L'autre forme de dispersion que j'ai pu constater chez certains étudiants et qui est assez dangereuse, c'est la dispersion dans les contenus pédagogiques, dans les ressources. Il y a des étudiants qui pensent que parce qu'ils plus ils vont accumuler des pages de manuels et des manuels de différentes sources, plus ils vont être performants et prêts. Alors que c'est exactement l'inverse. Pour moi, vous devez avoir pour chaque matière un manuel de référence qui vous plaît, donc avec lequel vous aimez travailler. Ça peut être le manuel de la prépa, ça peut être un manuel du commerce, ça peut être pour une matière le manuel de la prépa, pour une autre matière vos notes de cours parce que vous adorez le cours qui avait été fait l'année dernière par le prof d'amphi. J'ai envie de dire, il n'y a pas là-dessus, il ne faut pas être orthodoxe. Par contre, il faut un ouvrage de référence qui est la base de nos révisions. Parce que si vous commencez à dire, j'ai le manuel de mission avocat, mais je vais quand même aller voir le mission de la prépa concurrente, et d'encore une autre prépa concurrente parce que ma copine Niel l'a récupéré, et je vais aussi regarder un manuel à la FNAC, etc. Vous allez crouler sous des masses d'informations en vous disant, finalement, si je lis les manuels de toutes les prépas, il y a plus de chances que je sois au point. C'est exactement l'inverse. Il faut que vous ayez un manuel avec lequel vous aimez travailler, et ce n'est pas le nombre de manuels utilisés qui va déterminer votre réussite. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est votre capacité à comprendre les notions de base, à respecter la méthodologie et à savoir aussi utiliser votre code. Donc pour moi, il y a un manuel de référence qui est la base de notre travail. Et il peut y avoir éventuellement un manuel complémentaire qu'on va consulter en bibliothèque, par exemple, lorsque on a un doute sur une notion. Je m'explique. Si j'ai mon manuel de droit administratif qui fait 20 pages, 20 fiches, pardon,
que je le trouve super bien fait, mais que par contre, je trouve que la fiche sur la responsabilité est pas terrible, ce qui peut arriver après tout, exceptionnellement, sur la responsabilité, je vais aller regarder si je ne trouve pas une autre source mieux faite. C'est ponctuel et ça répond à un besoin. Donc dans ce cas-là, oui, je ne vais pas lire 2 fois, je vais aller sur un ouvrage que je trouve mieux fait, sur un thème bien particulier. Donc ça doit rester, c'est la logique de la subsidiarité en fait, hein. On change quand c'est pour du mieux, pas pour du en plus. Voilà. Donc faites bien attention, moi je vois trop d'étudiants qui croulent sous les manuels, les sujets corrigés de partout et qui se perdent là-dedans et qui finissent, par essayer de tout apprendre, mais sans véritablement en tirer quoi que ce soit. Faites bien attention à ça. Le deuxième piège, c'est l'isolement. Alors entendons-nous, là je parle de l'isolement, un peu social quoi. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui deviennent des ermites pendant 3 mois, pour préparer leur CRFPA. C'est pas forcément une bonne chose. Ça peut avoir des conséquences négatives, d'abord humainement, physiquement, mais ça peut aussi avoir des conséquences négatives sur l'efficacité même de votre préparation. Le fait d'interagir, le fait d'échanger, le fait de se divertir, c'est bon aussi pour la préparation, pour le cerveau, et donc voilà, il ne faut pas rester, dans son coin, à travailler tout seul. Vous avez, quand vous êtes à mission avocat, la possibilité d'échanger avec un enseignant si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez organiser des entretiens avec un enseignant référent. Vous pouvez aussi me solliciter si vous le souhaitez. Euh, Nous, on n'est jamais opposé à vous permettre d'échanger avec d'autres étudiants de votre IEJ sous réserve qu'ils soient d'accord pour qu'on transmette leurs coordonnées. Vous pouvez très bien constituer un binôme de travail, par exemple, ou alors vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez à l'université qui passe aussi l'examen. Donc, il ne s'agit pas de transformer ça non plus en projet collectif, parce que ça, j'y crois pas du tout. Ça reste un travail assez solitaire de préparer un examen, mais il faut quand même avoir des temps d'échange réguliers pour avoir un retour sur son travail, pour pouvoir exprimer un peu ses craintes, et ça ne peut que vous faire du bien. Voilà donc pour ce danger de l'isolement. Donc gardez quand même une vie sociale, ne travaillez pas tout seul, parlez à vos profs, parlez à vos collègues, voilà, et restez dans l'interaction. Le troisième piège qu'on voit souvent, qui rejoint un peu ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure avec l'empilement des sources, c'est le risque de se dire, bon, bah, le but c'est d'apprendre, quoi, donc c'est du bachotage. Préparer le CRFPA, c'est pas du bachotage. Préparer le CRFPA, c'est être capable, au mois de septembre, de faire une bonne note de synthèse et une bonne consultation dans chaque matière. Donc oui, ça suppose bien sûr d'avoir des connaissances, mais ce n'est pas ce qui est attendu de vous. Vous n'allez pas avoir un QCM. Vous allez avoir une consultation. Donc, il est indispensable d'avoir des temps d'entraînement, des temps de mise en situation. Avec le même niveau de connaissance, deux étudiants peuvent avoir des notes totalement différentes selon la manière dont ils construisent leurs réponses, selon leur niveau d'expression écrite. Et donc, on peut avoir deux enseignants qui auraient tous les deux 15 sur 20 sur un QCM, mais l'un aura 12 sur 20 à sa consulte et l'autre aura 5 sur 20. C'est une question de savoir-faire. Donc voilà, soyez là-dessus vraiment conscient de ça. Oui, il y a des temps d'apprentissage sur un temps qui est court, mais il y a aussi beaucoup de temps de mise en situation et de travail sur la méthodologie. Attention à ça également. Quatrième piège, bon, qui est facile à éviter, c'est les étudiants. Et d'ailleurs, pour moi, c'est presque une forme de procrastination qui dit je vais commencer à préparer mon grand taux pendant l'été. On ne touche pas au grand taux pendant l'été. Moi, je n'ai jamais vu, alors je ne suis pas hyper vieux, mais je ne suis pas non plus hyper jeune, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience, je n'ai jamais vu un étudiant qui était tellement fort qu'en 3 mois pendant l'été, il pouvait se permettre de travailler le manuel de droits et libertés fondamentaux tout en préparant tout en bossant les 3 tomes de droit des obliques, les 3 tomes de procédure et les 2, 3, 4, 5 tomes selon la matière de spécialité, tout en faisant des notes de synthèse. Ça n'est jamais arrivé. Et si ça arrive, je serais ravi, ça veut dire que j'ai un surdoué, mais dans ce cas-là, il n'aura pas vraiment besoin de mission avocat. Ça ne marche pas, il faut prioriser. Le grand taux, c'est une épreuve qui interviendra plus tard et vous la réviserez donc plus tard. De toute façon,
en préparant vos écrits, vous allez déjà commencer, sans le savoir, à préparer votre grand O. Vous allez accumuler des connaissances sur des thèmes qui touchent aux droits fondamentaux. Quand vous faites du droit de la famille, vous touchez aux droits fondamentaux. Quand vous faites de la procédure pénale, vous touchez aux droits fondamentaux. Quand vous faites des notes de synthèse sur des thématiques en lien avec les DLF, vous pourrez les réutiliser pour le grand oral. Donc vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, mais on ne touche pas au grand oral pendant l'été. Ça ne sert à rien. Vous avez déjà fort à faire avec les 4 matières d'admissibilité. Donc ça, c'est un piège également assez fréquent que je vous invite à éviter. Parlons maintenant, alors j'ai décidé de le mettre un petit peu à part, parlons maintenant du mois de juin. J'ai dit, alors j'ai utilisé le titre « Utiliser intelligemment le mois de juin ». Fut une époque, ce qu'on appelait une préparation estivale, c'était juillet-août. Hein, on avait des étudiants qui débarquaient en prépa début juillet et qui, pendant 8 semaines, faisaient une prépa ultra intensive. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement et qui donc n'ont que 2 mois pour réviser leur CRFPA. Et dans ce cas-là, ben, on s'adapte. Mais il y a quand même, pour la plupart des étudiants, et notamment ceux qui sont à l'université, la possibilité de commencer à travailler plus tôt, dès le mois de juin. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand vous vous inscrivez en préparation estivale chez nous, vous avez accès à vos contenus pédagogiques au mois de juin. Vous pouvez commencer à réviser au mois de juin et vous pouvez commencer à composer au mois de juin. Et vous avez déjà une première partie des cours au mois de juin. Si vous pouvez y assister en live, c'est bien. Sinon, au pire, vous les regarderez en différé en juillet-août. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui sont proposées en juin. Le mois de juin, c'est un peu le mois, alors je n'irai pas jusqu'à dire du confort, mais c'est un peu un mois d'ajustement. On a parlé du bilan de compétences tout à l'heure. Bah, quand vous aurez identifié des faiblesses, je pense que vous devez systématiquement vous dire, ça c'est un truc qu'il faut que j'attaque très tôt, donc dès le début du mois de juin ou fin mai si je peux commencer à bosser fin mai. Fixez-vous 3 objectifs. À la fin du mois de juin, d'abord, 1, je connais la méthode. Qu'est-ce qu'on attend de moi en note de synthèse? Qu'est-ce qu'on attend de moi dans le cadre de la consultation? Ce qui revient à dire, pour les étudiants de mission avocat, que j'ai lu au moins 2 fois le manuel de méthodologie, non seulement la méthodologie des exercices, mais aussi les sujets corrigés qui sont annexés au manuel de méthodologie. Je vous rappelle que nous avons un manuel de méthodologie qui comprend un exercice corrigé par matière. Et qu'on a, c'est pas pour faire joli, hein, on l'a mis pour que vous puissiez regarder l'énoncé, réfléchir un peu à ce que vous auriez fait, puis découvrir le corrigé, pour prendre la mesure de l'examen et être à l'aise avec ce qui est attendu. Je dois ensuite avoir couvert le programme de droit des obligations. C'est un idéal, peut-être que vous n'aurez pas tout fait, mais ça doit être votre objectif. On sait que c'est le point faible de la plupart des étudiants. Peut-être pas tous, mais moi je suis publiciste de formation, donc je sais ce que c'est. Il y a des pénalistes, des fiscalistes, des travaillistes qui ne sont pas à l'aise en droit des obligues et qui n'en ont pas fait depuis quelque temps. Donc, comme on sait que c'est la matière faible, on dit toujours au mois de juin, c'est le moment de vous remettre à niveau. Donc, si vous vous êtes inscrit à Mission Avocat, vous avez un stage de droit des obligations de 35 heures qui va vous permettre de vous remettre à niveau. Si vous n'êtes pas à Mission Avocat, qu'importe, vous prenez un manuel, enfin, vous travaillez selon vos propres méthodes, mais en toute hypothèse, l'idéal, c'est d'utiliser le mois de juin pour avancer et vous remettre en place pour pouvoir ensuite faire des copies en juillet-août. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire, à partir du mois de juillet, je suis capable de rendre des notes de synthèse et des consultes en oblique. Ça fait déjà 2 matières sur lesquelles je peux commencer à m'entraîner tout de suite et ça va vraiment faciliter la suite de la préparation. Et j'ai mis entre parenthèses ne pas hésiter à commencer par RGO. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée de ça, j'en parlais avec notre prof de droit des obligations qui est Franck Goncalves, que certains d'entre vous connaissent peut-être puisqu'il est enseignant référent pour une partie des étudiants, et puis c'est aussi lui qui va enseigner le stage de droit des obligations. Et il m'a dit, dis-leur bien qu'en droit des obligues, il y a 3 matières, donc c'est contrat, responsabilité, RGO, et qu'il n'y a pas d'ordre. Donc l'étudiant qui n'a jamais fait de RGO ou qui était nul en RGO, il peut tout à fait commencer par le tome numéro 3. Cela ne pose aucune difficulté. Et puis le troisième point, avoir travaillé mes matières faibles.
Alors, entendons-nous, c'est s'il reste du temps, parce que c'est déjà beaucoup ce que je vous ai proposé. Mais prenons un exemple concret. En droit civil, il y a 5 matières en droit civil. C'est un bloc qui est un peu bizarre. Euh, Beaucoup d'étudiants, pas tous, mais beaucoup, sont très légers en sûreté, par exemple. Si vous n'avez jamais fait de sûreté, ou alors vous vous souvenez que c'était une matière sur laquelle vraiment vous avez très peu de connaissances, bah, typiquement, le mois de juin peut être le mois où vous bossez la partie sûreté de droit civil pour vous réapproprier ou vous approprier tout court cette matière. Vous avez encore du temps pour le faire et ça vous évitera de vous surcharger juillet-août parce que moi, ce que je veux, c'est qu'en juillet-août, vous ayez du temps pour rendre des copies. C'est ça qui va vous faire progresser. Donc, vraiment, l'idée, c'est de défricher au maximum les choses au mois de juin et de préparer le terrain à juillet et à août. Voilà donc pour cette idée d'utiliser intelligemment le mois de juin. En juillet et août, ben, il y a un couple qui fonctionne bien, c'est le couple révisé-composé. Je n'arrête pas d'insister là-dessus, mais on a toujours dit que la pédagogie était l'art de la répétition, donc je me répète. Euh, la réussite de votre prépa, elle va reposer sur un subtil équilibre à trouver entre des temps de révision, parce qu'il vous faut quand même ce socle de connaissances dont on a parlé, et des temps de composition, parce qu'à la fin, ce qui va être déterminant, c'est la maîtrise de la méthodologie. Donc, il faut ficher le reste du programme. On ne fait pas d'impasse, comme on dit. On essaie de couvrir tout le programme. Et on compose régulièrement. L'idéal, en tout cas au début, c'est de rendre un devoir par semaine et par matière en moyenne. C'est un idéal. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un drame, mais c'est un idéal. Cela étant dit, restez pragmatique, j'ai mis adapter son rythme de composition selon les résultats. Pourquoi? Bah parce que là encore, il ne faut pas être psychorigide, bien qu'on soit juriste. Si vous rendez une note de synthèse début juillet, que vous avez 12 sur 20, que vous en rendez une la semaine d'après, vous avez 13 sur 20, vous en rendez une encore la semaine d'après, vous avez 14 sur 20, vous pouvez peut-être vous dire que, sachant que c'est 5 heures une note de synthèse, on lève un peu le pied sur la note de synthèse, surtout si concomitamment, vous avez eu 3 fois d'affilée en dessous de la moyenne en droit des obligations. Donc, pareil, soyez pragmatique. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous direz, cette matière, clairement, j'ai du mal, donc il faut peut-être que j'intensifie sur cette matière. Par contre, je peux me permettre de lever un tout petit peu le pied sur une autre. Voilà. Donc, soyez, là encore, vigilants. Voyez, questionnez-vous, quoi. Posez-vous, revenez un peu à vous régulièrement en disant, bon, si je fais un bilan là, à la fin de cette semaine, je me rends compte que note de synthèse, c'est bon, j'ai compris le truc. Oblique, ça commence à aller mieux, mais enfin, j'ai encore pas eu la moyenne du tout. Procédure, j'ai les mécanismes. Et SP, ça va, mais par contre, sûreté, j'ai pas eu le temps de finir. Ouais. Posez-vous des questions régulièrement pour que ça accompagne votre progression. Et faites des points avec vos enseignants référents aussi régulièrement. Allez vers eux, quoi. N'hésitez pas à leur écrire et à les solliciter. Les 15 derniers jours d'août, donc nous, volontairement, à Mission Avocat, on arrête les cours à la mi-août. Et alors, je tiens un petit chat. Euh, des trucs ou outils pour préparer nos cadres. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, comment dire, nous, on arrête les cours vers la mi-août. L'objectif, c'est de se dire, on vous libère du temps pour que les 15 derniers jours d'août, vous puissiez faire vraiment les finitions, quoi. Donc, les dernières copies que je n'ai pas pu rendre, nous, on corrige les copies jusqu'à la fin du mois d'août en 48 heures. C'est ce sur quoi on est engagé. Si vous rendez votre copie le 25 août, on va la corriger dans toute la mesure du possible. Bon. Donc, si vous avez encore la force, l'énergie, la volonté, vous pourrez encore rendre des copies. Si vous n'avez pas le temps de tout rendre, vous pouvez aussi aller en autocorrection. Dire, bon, j'ai pas eu le temps de faire les exercices 7 et 8 en obligue, j'aurai pas le temps de les faire, mais je veux quand même m'entraîner, donc je regarde l'énoncé, je travaille au brouillon, et puis ensuite je regarde le corriger pour voir si j'étais voilà, si j'étais à côté de la plaque ou pas. Bon, à vous de voir comment vous organisez. C'est l'occasion de lire et de relire l'ensemble des sujets corrigés. Ça vous sert un peu de fiche de révision. Il y a un moment donné, les manuels, on ne peut plus les voir en peinture, et donc à partir du moment où on ne peut plus les voir en peinture, un autre angle d'attaque, c'est de repartir des sujets corrigés, qui sont un peu comme des fiches de révision, hein. Ça vous fait des syllogismes types sur chaque type de question de droit, parce que nous, évidemment,
Notre objectif, c'est de couvrir le maximum de questions de droit à travers nos exercices et nos mises en situation. Puis profitez-en effectivement pour préparer vos codes. Alors les préparer déjà, c'est avoir les codes en tant que tels, les préparer. Alors moi, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de la préparation des codes. Je préfère que ce soit les enseignants référents qui évoquent ces sujets avec vous, qui sont des sujets très concrets, très pratiques. Mais déjà, je dirais que la première des préparations, c'est d'être capable de savoir se situer dans le code. Donc c'est d'avoir des petits, comment dire, des petits repères de couleurs pour savoir à quel endroit je trouve les articles que j'utilise le plus souvent dans mon code. Et puis c'est de connaître le plan de son code aussi. Alors ça, c'est vraiment important pour pouvoir trouver facilement les informations dont on a besoin. Et après, dans le cadre de vos séminaires de méthodologie, hein, vous allez avoir des conférences de méthodologie au mois de juin, chaque prof va vous donner ses petits tuyaux sur l'utilisation des codes dans sa matière. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop empiéter non plus, au risque de dire des choses qui ne seraient pas exactement en lien avec ce qu'ils vont dire. Donc allez écouter en juin, pendant les conférences de méthodologie appliquée. Les profs vont vous présenter la méthode dans leur matière. Ils vont corriger le sujet d'anal de l'année dernière. Donc, comme ça vous donnera du concret. Et ils vont vous donner des petits tuyaux, des petites astuces, notamment la question de la préparation des codes. Et je ne suis pas certain que le prof de procédure civile va vous donner exactement les mêmes tuyaux que le prof de droit administratif, par exemple, et pour cause. Hein. Donc voilà, moi là-dessus, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais assistez très attentivement et surtout gardez-vous ces questions et ayez bien conscience que pour beaucoup de choses, pour beaucoup de conseils, il y aura une personnalisation par matière. Et ça, c'est vraiment important. Olivier, vous avez le micro qui est activé. Ouais, ouais, ouais. Olivier, votre micro est activé. Voilà, merci de le désactiver, c'est gentil, merci beaucoup. Vous poserez votre question sur le mur tout à l'heure si vous voulez bien, parce que là, ça va m'interrompre le propos. Merci. Nous avons enfin les 48 heures avant l'examen et dans 2 minutes, je vous laisse la parole et la possibilité de poser toutes vos questions, mais du coup, je finis. 48 heures avant l'examen, les préparatifs pour se vider la tête, donc s'assurer que vous avez bien les codes à disposition, que vous avez bien la bouteille d'eau qui va bien, que vous avez bien la barre de céréales qui va vous éviter de faire un malaise, ce qui malheureusement arrive parfois. Et donc, voilà, vous avez de quoi quand même vous alimenter si vous avez un coup d'hypoglycémie. Prenez également, n'hésitez pas à prendre un peu de Doliprane ou un antispasmodique. On a malheureusement, alors ça arrive rarement, je vous rassure, mais c'est déjà arrivé, notamment en salle d'examen, qu'on ait des personnes qui avaient des maux de ventre importants, et on n'avait rien à leur donner, donc ayez avec vous quelque chose au cas où ça arrive, ça va vous rassurer. Bref, préparez tout le packaging, pour se dire, bon, ça c'est bon, voilà, mes affaires sont prêtes pour l'examen. Décompresser et se reposer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Décompresser, c'est il me reste 48 heures, c'est plus maintenant que je vais apprendre 10 fiches d'oblig, et même si je les lisais, ça ne me servira à rien. Donc, c'est avoir une activité autre que de faire du droit. Ça peut consister à faire du sport, à aller au cinéma, à aller se promener, à faire un déjeuner avec un copain, une copine. C'est faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le droit. C'est pas forcément dormir, quoi. C'est se sociabiliser. C'est permettre aussi d'avoir une récupération mentale. Et puis se reposer, là, c'est se reposer au sens physique. Donc, c'est essayer de faire 2 bonnes nuits pour récupérer. Alors, ça paraît des conseils un peu bidons, mais je vous promets que c'est important parce que quand vous allez passer votre examen, ça va être très physique. Vous allez sortir de l'été, il y aura peut-être eu de la canicule, il y aura peut-être eu, avec les Jeux Olympiques, des problématiques qu'on ne soupçonne pas encore. Bref, il y aura beaucoup de fatigue. Le risque que vous prenez, si vous êtes en mode bachotage jusqu'à la veille de l'examen, minuit, c'est d'être fatigué. En étant fatigué, on fait des bêtises. On lit mal un énoncé et on comprend mal une question, on rate une question de droit et donc on perd beaucoup de points. Alors que par contre, en lisant son manuel jusqu'à minuit le dimanche, on ne gagne aucun point. Donc ce ne sont pas des conseils de grand-mère pour faire joli. Vraiment, l'expérience montre que on a besoin et on a mérité d'avoir 2 jours pour reprendre son souffle avant ensuite d'aller dans la salle d'examen et de le faire dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça me paraît important aussi que vous l'ayez à l'esprit.
vous remercie à nouveau de votre attention. À bientôt.